Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Chroma et oh mon dieu, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là, sublime et faible à la peau parfaite? Alors c'est une longue histoire, j'ai tout mon temps. Tu pourrais éventuellement donner un produit dérivé un jour? Très bien, oublions ça. Tu aimes le cinéma? Oui. Les pulls moches? Le deuxième album de Jean Pascal? Non. Ça veut dire que t'aimes le premier? Non. Die Hard 1? Oui. 2? Mais. 3? Oui. 4? Non. 5? J'en ai rien à foutre. Moi non plus. Plus dur. 1 plus 1? 11. Et ça c'est beau. Bah faut croire qu'on a pas mal de trucs en commun. Oh sérieux? Attends, mais c'est fou! On arrête pas de dire la même chose! Ok, on devrait peut-être se mettre d'accord sur qui parle en premier. Bonne idée, arrête de parler. Non, toi? Ok, je commence. Bon, c'est pas une bonne idée. Nathalie Kosciusko-Morizet, Pépita de Pyramide, Bouddha, Booba, Rob Schneider, Winston Churchill, Akazaraï, la déclaration d'indépendance des États-Unis. Oui! Et hop, c'est ta carte. Par contre, je suis pas super fan de ton nouveau style, mec. Non? Non. Là comme ça, non? Même pas? Non, il y a un truc qui déconne. Allez, on commence. Salut à tous, c'est Karim Debache et Kamel Debiche pour un nouvel épisode de Chroma et aujourd'hui, on va s'intéresser à un film de merde. Oh non! Non! Oh non! 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 Donc, Signe est un film américain sorti le 2 août 2002 au Canada et aux États-Unis et écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, célèbre réalisateur surtout connu pour Sixième Sens, son troisième long métrage sorti en 1999, à ne pas confondre avec l'excellent Le Sixième Sens ou Manhunter de Michael Mann sorti en 1986 et qui est l'adaptation du roman Dragon Rouge de Thomas Harris, le premier de la tétralogie Hannibal Lecter. Donc, Sixième Sens, comme tout le monde le sait, a été un carton monumental, engrangeant plus de 670 millions de dollars pour un budget de 40 millions et rencontrant un succès critique quasi unanime. Ce qui a immédiatement transformé Shyamalan en réalisateur incontournable, adulé, acclamé par l'univers tout entier. À tel point que le magazine Newsweek en 2002 lui accorde une première page avec pour titre Le Nouveau Spielberg. Le nouveau quoi? Non, sérieux. Une véritable success story à l'américaine, comme pourrait titrer un journal de merde pour Shyamalan donc, qui est resté au top pendant quelques années, mais qui connaît une dégringolade légendaire dans la deuxième moitié des années 2000 en enchaînant les échecs commerciaux et critiques. Et il est depuis régulièrement moqué publiquement par les spectateurs et par les professionnels, au point que l'affiche de son avant-dernier film, After Earth, ne contient son nom que dans les mentions légales, en tout petit. Comment en est-on passé de ça à ça? Là est toute la question que l'on va se poser aujourd'hui afin d'essayer de trouver des explications à l'effondrement de carrière le plus spectaculaire que j'ai vu depuis Lois Andrea sûrement. Stop, là tu vas trop loin. Un effondrement d'autant plus surprenant que je trouve certains films de Shyamalan excellents, comme par exemple Incassable, son quatrième, sûrement un des meilleurs films de super-héros des années 2000. Mais une fraction de seconde devant n'importe quelle chaîne d'infos suffira à vous convaincre que la vie n'a de cesse de décevoir, et même s'il est très intéressant d'observer les étoiles tomber, il l'est bien plus encore d'essayer de comprendre pourquoi elles tombent. Les étoiles peuvent pas tomber? Pepsi, t'as plus le droit de parler jusqu'à ce qu'on dise ton nom. Il est communément admis que la chute de Shyamalan commence avec son septième film, La jeune fille de l'eau, qui arrive à peine à rentrer dans ses frais et rencontre un accueil critique très froid. Certains pensent que ça démarre avec son film précédent, Le Village, qui avait déjà commencé à diviser la critique, malgré un indéniable succès au box-office. Mais ma théorie, c'est que les problèmes ont commencé un film avant ça, avec son cinquième long métrage, Signe. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver dans cette chronique. Tout le monde est d'accord avec ça? Kamel? Ça me va. Gilles? Tranquille. Jean-Rémy? Ok. Perdu. Une petite précision avant de commencer néanmoins, les films de Shyamalan reposant très souvent sur des retournements de situation et autres astuces scénaristiques, je conseille volontiers à ceux qui voudraient garder le plaisir de l'intrigue de regarder Signe avant cette vidéo. Sauf Gilles. Sinon il n'y a plus d'image. Ah, pardon, désolé. Donc, Signe nous raconte l'histoire de Graham S., ancien pasteur devenu fermier dans la petite ville de Doylestown en Pennsylvanie, qui a perdu la foi lors de la mort de sa femme quelques mois auparavant et qui consacre désormais sa vie à s'occuper de ses champs de maïs avec son jeune frère Merrill, ancien joueur de baseball, et ses deux enfants, Morgan et Beau. Graham est joué par Mel Gibson et Merrill par Joaquin Phoenix. Deux acteurs fantastiques qui livrent ici une performance tout en nuances digne des plus grands monstres sacrés de l'histoire. Arrête ça. Je disais donc, Graham est joué par Mel Gibson et Merrill par Joaquin Phoenix, qui, comme les enfants d'ailleurs, se sont lancés dans un concours de qui c'est qui joue le moins. Pas le moins bien, juste le moins.
Mais ça tourne là? Le film commence donc sur un générique ma foi plutôt élégant et très sobre, accompagné d'une musique de James Newton Howard qui rend hommage au compositeur Bernard Herrmann, un des plus grands génies du monde de la musique de film, qui a signé les bandes originales d'œuvres majeures comme Citizen Kane d'Orson Welles, La Quatrième Dimension, sûrement une des meilleures séries de l'histoire des séries, ou encore tout un tas de films d'Hitchcock comme Sueur froide, La mort aux trousses ou encore Psychose. On notera aussi le nom de Tak Fujimoto, directeur de la photographie, qui s'est chargé de la lumière du Sixième Sens, celui de Shyamalan, pas celui avec Hannibal Lecter, du Silence des agneaux, celui avec Hannibal Lecter, pas celui de Peter Jackson, et surtout de celle de La Balade sauvage, le premier film de Terrence Malick, qui est un chef-d'œuvre interdimensionnel, visuellement somptueux. Bref, tout ça pour dire qu'on a du joli monde qui bosse sur le film et qui en plus ont l'air de s'inspirer de trucs monumentaux pour le compte d'un réalisateur star au top de sa forme. Oh pitié, tu dis ça pour que les gens s'attendent à un truc génial et qu'ils soient forcément déçus. Et toi, tu as la braguette ouverte. C'est parce qu'il fait très chaud. Donc un bon matin, Graham, sa famille et ses 2 chiens découvrent que des cercles de culture sont apparus dans son champ de maïs, signe qu'on associe souvent à une présence extraterrestre, un peu comme nous quand on va sur Mars et que nos robots y dessinent des énormes canons. Et en plus de ça, la famille commence à assister à des événements étranges comme les chiens qui pissent partout et deviennent agressifs sans raison, ou encore une silhouette qui s'enfuit en sautant sur la maison. Ils finissent donc par faire appel à, je pense, la plus suspicieuse des flics du monde. Bien. Alors pour l'instant, je sais qu'il faisait nuit noire. Oui, on voyait rien. Donc pas de description. C'est quand même assez bizarre. Mais non, c'est pas bizarre, y a quoi de bizarre? Et vous êtes sûr que c'était un homme malgré tout? Je connais aucune fille qui court aussi vite que ça. Alors là, je suis pas si sûre. J'ai vu beaucoup de femmes aux Jeux Olympiques qui sont plus rapides que l'éclair. Il a sauté d'un seul bond sur notre toit. Et le toit est à 3 mètres du sol. Il y a aussi des femmes aux Jeux Olympiques qui sautent extrêmement haut. Bien, alors certes, sa remarque était un peu sexiste, mais est-ce qu'on peut parler à votre supérieur? Ou à n'importe qui d'un peu moins alcoolique. Oh pitié, arrête de faire semblant de pas comprendre. C'est juste un cliché de cinéma, certains appellent ça le syndrome de Scully, en référence à X-Files. Face à une situation étrange, un personnage échafaude d'une théorie qui lui paraît plus probable, puisqu'elle ne fait pas référence au surnaturel, mais qui finit par être encore plus tirée par les cheveux. C'est une manière de donner du crédit à une histoire paranormale et de convaincre par un procédé rhétorique. Chercher une solution réaliste devient alors plus absurde pour le spectateur que de simplement croire à ce qu'on lui montre. C'est un truc de cinéma classique, efficace et inoffensif, alors s'il te plaît, passe à autre chose. Ok. Bref, des cercles de culture apparaissent un peu partout dans le monde et la famille va décompresser en ville. Meryl va dans un centre de recrutement où le sergent Cunningham, interprété par le droïde Z6-T3, lui explique qu'il pense que les cercles de culture sont des signes d'un repérage extraterrestre en prévision d'une attaque. Après ça, tout le monde se retrouve pour manger une pizza et voit passer le réalisateur du film, M. Night Shyamalan, en personne, qui visiblement a le pouvoir d'aspirer l'âme des acteurs. Et l'Oscar du non-jeu est attribué à... Samuel Le Bihan. Waouh! C'est un super honneur. Le temps passe, les trucs bizarres s'enchaînent, prouvant que les extraterrestres sont vraiment en train d'envahir la Terre. Des vaisseaux encadrent la planète en utilisant les cercles de culture comme repères, et on apprend par la télévision qu'une vidéo tournée au Brésil montre la gueule des aliens. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Vous l'avez raté? Pas de problème, la télé va le repasser. Bon. Alors, ah putain, mais ça suffit, sérieux, tu vas vraiment faire ça? Tu vas partir dans une avalanche d'hyperboles de mauvaise foi, t'es vraiment tombé si bas que ça? Alors quoi, il a quoi l'alien? Il a quoi? Il est convenu, c'est ça? Il ressemble à tous les autres? Mais c'est normal, le film s'inspire de ces histoires-là. L'histoire de la rencontre de Kelly Hopkinsville, celle de Betty et Barney Hill, de Buff Ledge, de dizaines d'autres, c'est normal qu'ils partent sur ce design. Alors c'est quoi le problème? Non, mais c'est pas ça, mais... Alors c'est quoi? C'est mal fait, c'est ça? Tu vas encore faire chier pour des considérations techniques, chouiner pour des détails? Gna gna gna, c'est l'extraterrestre le moins bien fait du monde. Non, c'est pas l'extraterrestre le moins bien fait du monde. T'as déjà vu Target Earth? Octoman? It Conquered the World? Ou les films que tu faisais quand tu étais plus jeune? Cette fois, tu as dépassé les bornes, Freezer. Tu vas le regretter. Tu vas vraiment me dire que l'alien de Signe est pire que cela? Alors non, moi je voulais juste signaler que c'était bizarre de voir la télé rembobinée. Parce qu'on voit pas les rembobinages à la télé, c'est pas possible. Oh. Mais alors maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'ils me paraissent un peu légers en termes de design. Un peu. Bon, après ça, Graham se rend chez Shyamalan, qui joue en fait l'homme responsable de la mort de sa femme, et il est lui-même confronté à la main d'un alien qui sort de sous la porte du cellier où il a été enfermé par Shyamalan un peu plus tôt. Ce qui signifie donc qu'à 1 contre 1, ils perdent. La famille se barricade et subit une première attaque d'alien qui les pousse à s'enfermer dans la cave. Ok Mel, alors là tu es poursuivi par des extraterrestres qui veulent s'en prendre à toi et à ta famille. Vous êtes prêts? Moteur. Ça tourne. Et action. Superbe. Ils en sortent finalement indemnes, à l'exception du petit Morgan, chez qui ça déclenche une crise d'asthme, et au petit matin, la famille entend la radio dire que les extraterrestres ont été vaincus et qu'ils sont repartis sur leur planète. Donc ils sortent chercher le médicament pour Morgan, mais se retrouvent face à face avec l'alien qui était resté bloqué dans le cellier et qui a définitivement le pire design de l'histoire. Non, je déconne, c'est pour te taquiner. Alors,
Alors je suis pas sûr, mais je crois que Mel Gibson vient de planter. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier le Mel Gibson, s'il vous plaît? Au pire, le rebooter. Quelqu'un, vite, s'il vous plaît, il se met à avoir des flashbacks. Dis à Meryl, frappe fort. Il revoit des trucs du film qu'on a déjà vu. Ah non, attends, non, il bouge. Il est en vie. Frappe fort. Ah, ok, je viens de comprendre. En fait, toute cette séquence avec les flashbacks et tout est l'amorçage de ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov. C'est quoi le fusil de Tchekhov, Karim? Eh ben laisse-moi t'expliquer, spectateur enthousiaste. Alors, le fusil de Tchekhov, qu'on peut aussi appeler la loi de conservation des détails, est un procédé d'écriture qui peut d'ailleurs tout à fait être appliqué dans d'autres domaines artistiques, comme en littérature, qui consiste à insérer dans le récit un détail qui paraît anodin au départ, mais qui prend sens plus tard dans le film. D'ailleurs, au départ, la notion va plus loin que ça, puisque le nom fusil de Tchekhov vient d'une citation de ce dernier qui dit « Si, dans le premier acte, vous indiquez qu'un fusil est accroché au mur, alors il doit absolument être utilisé quelque part dans le deuxième ou le troisième acte. Si personne n'est destiné à s'en servir, il n'a aucune raison d'être placé là. » Et Shyamalan donc décide d'appliquer cette loi le plus strictement possible en construisant un film tout entier sur ce fusil de Tchekhov, dans le sens où tout ce qui existe dans le film trouvera du sens plus tard. En l'occurrence, maintenant. Puisque la bagarre de fin contre l'alien, et plus précisément la façon dont les personnages se débarrassent de l'alien, est construite à partir d'éléments précédemment introduits dans le film. Les derniers mots de la femme de Graham lui permettent de demander à Meryl de frapper l'alien avec sa vieille batte de baseball, mais un autre élément va leur permettre de gagner, quelque chose qui, franchement, m'époustoufle. Beau, la Benjamine de la famille, refuse de boire de l'eau depuis le début du film, et plutôt que de, je sais pas, mettre un peu de sirop dedans, Graham préfère lui filer des verres d'eau toutes les minutes, des verres d'eau que donc elle ne boit pas et qu'elle dissémine aléatoirement dans la maison. Eh bien, il s'avère que, et j'ai encore du mal à le dire, le point faible des extraterrestres du film est l'eau. L'eau. Alors, bon, tout le monde s'est déjà moqué de ça, c'est la majeure critique qui est faite au film, donc je vais essayer de pas trop m'attarder dessus, mais je peux pas passer ça sous silence, c'est impossible. Le point faible d'une race extraterrestre qui veut envahir la Terre ne peut pas être l'eau. Et je crois que je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, vu que le film s'inspire beaucoup de La Guerre des Mondes, un roman de H.G. Wells que je vais spoiler dans une petite seconde, où les extraterrestres finissent par être terrassés par des microbes terriens, mais dans le cas de Signe, c'est encore beaucoup plus improbable. Parce que, et franchement, je m'attendais pas à prononcer la phrase qui suit un jour publiquement, notre planète, la planète Terre, est surnommée la planète bleue. Elle est surnommée la planète bleue parce qu'elle est recouverte à 71% d'eau. Les extraterrestres du film essayent donc d'envahir une planète recouverte à 71% d'un acide mortel, et où l'espèce vivante dominante est composée à 60% en moyenne de ce même acide que leur peau sécrète quand il fait chaud. Ce même acide qui peut tomber du ciel à peu près n'importe quand. T'as menti quand t'as dit que t'allais pas t'attarder là-dessus finalement. Et le pire, c'est que les extraterrestres ont effectué des repérages. Alors soit ces aliens sont vraiment stupides, soit ils ont les éclaireurs les plus incompétents du monde. Oh, c'est une super planète, Patrick! Mais t'aurais peut-être pu nous dire un mot sur les 1,360 milliard de kilomètres cubes d'acide mortel qu'on y trouve à l'état naturel. Ouais. Si tu veux du travail bien fait, faut pas que tu demandes à moi. Bref, après avoir eu le temps de vaporiser un poison mortel au visage de Morgan, l'extraterrestre se fait buter et par chance, l'asthme de l'enfant lui sauve la vie car il n'a pas eu le temps de respirer le poison, ce qui convainc Graham que tous ses malheurs étaient des signes divins et lui fait retrouver la foi. Et ainsi se termine Signe de M. Night Shyamalan. Et c'était très bien. Non. Même si là, je vais pas être complètement catégorique parce que en réalité, la quasi-totalité du film est vraiment très bonne. Ah bah tu vois. Non mais attends, laisse-moi finir. Eh, tu me parles pas comme ça. Comment ça, comme ça? Comme un sale con, monsieur. Comme une sale petite merde suffisante. Tu vas calmer ta race, espèce de pauvre blaireau, va. Moi, blaireau, que t'es chez moi, le blaireau, il t'emmerde, vas-y, pousse un doigt et je te promets que je te fais dégager. T'es un minable et tu resteras toujours un... Bon les gars, vous croyez pas que ça suffit là? On est là en train de se prendre la tête alors qu'on pourrait être en train de réfléchir, de penser le cinéma, et arrêter de tomber dans les bouffonneries. Oh putain! Donc, comme je le disais, la quasi-totalité du film est très réussie. Le parti pris de départ, donc d'assister à une invasion extraterrestre au travers du point de vue d'une famille normale, coupée du reste du monde, est très intéressante et exécutée avec une élégance et une sobriété dans la mise en scène qui fait super plaisir à voir. Techniquement, le film est sublime, à l'exception de la créature, tout le reste défonce, la lumière en particulier est magnifique, et donc l'atmosphère claustrophobe du film est extrêmement bien rendue et efficace. Bref, jusqu'ici tout va bien, mais comme disait le poète, l'important c'est pas la chute. Si tu fais cette référence, je vais contacter une sorcière, un marabout, un druide et un prêtre vaudou pour qu'ils te maudissent sur 3 générations pendant que je te tranche la gorge avec un morceau de boîte de conserve rouillée négligemment attaché à une brosse à dents sale. C'est la rose. Je passe donc sur le fait que les aliens soient allergiques à l'eau et sur leur design, et j'arrive directement sur le 3e élément problématique qui pour moi détruit le film. Pour comprendre ça, je rappelle que Signe est construit sur le principe du fusil de Tchekhov et 6e sens est incassable sur celui du retournement de situation. Ces deux procédés offrent à Shyamalan un cadre rigoureux qui nécessite une maîtrise de tous les détails présents à l'écran. Le film est donc traversé par un refus de superflu. C'est ce qui en fait un parfait objet d'analyse parce qu'on sait que tout ce qu'on voit a du sens, mais c'est aussi assez risqué parce qu'évidemment c'est un parti pris radical qui peut faire du film une œuvre froide, puisque souvent avec le superflu on se débarrasse aussi de la spontanéité. Mais le problème n'est même pas là. Le
problème, c'est que contrairement à ses premiers films, cette fois, les astuces de scénario et d'intrigue qu'il utilise sont compris par les personnages du film comme ce qu'ils sont, des astuces. Sauf que comme on est dans la diégèse du film, eux interprètent ça comme des signes divins. Mais nous, par contre, on voit ça comme des astuces de scénaristes. Et donc, deux choses découlent de ça. Premièrement, ça dresse un très étrange parallèle entre Dieu et Shyamalan lui-même, un truc qui reviendra d'ailleurs dans certains de ses films suivants, et ça c'est entre lui et son ego, après tout pourquoi pas. Mais surtout, je suis désolé, mais je considère ça comme une incroyable facilité d'écriture. Le fusil de Tchekhov est un procédé, c'est un truc scénaristique, c'est pas parce que les personnages croient que c'est Dieu que les spectateurs vont y croire aussi. Au contraire même, la justification divine c'est le meilleur moyen de nous faire nous rendre compte que le film utilise des astuces, puisque ça les souligne. C'est un suicide, un aigle majestueux dans une fosse sceptique, et c'est très symptomatique des problèmes qui traverseront le cinéma de Shyamalan à partir de là. Et c'est pour ça que malgré les qualités du film, pour moi, les soucis commencent avec Signe. Le film est raté. Et pour toi, c'est cet élément-là qui nique tout le film. Du cul au cou. Charmant. Tu connais la ville de Flagstaff, Arizona? Non? J'ai une amie qui vient de là-bas. Un jour, elle m'a raconté une histoire. En 1894, un riche astronome amateur du nom de Percival Lowell arrive à Flagstaff, Arizona, et s'y fait construire un observatoire à 3200 mètres d'altitude pour observer la planète Mars. Il constate que la surface de la planète est recouverte de canaux. Cette observation lui permet de conclure qu'il y a ou il y a eu de la vie sur Mars, et que ces canaux seraient la preuve que les Martiens ont dû faire face à une désertification de leur planète. Il a écrit plusieurs bouquins sur le sujet et a passé le reste de sa vie à chercher de l'eau sur Mars. Donc ta thèse, c'est que les extraterrestres cherchent de l'eau et donc ils vont sur Terre, mais comme c'est pas la même eau que chez eux, ça les tue. Alors pas du tout. En fait, je voulais juste te poser une question. Je suis tout oui. Et moi, Miu Miu? Attends, j'ai pas compris. Si, parce que... Non, en fait, non. Donc qu'est-ce qui te prouve que les extraterrestres sont hostiles? Plein de trucs. Je t'écoute. Déjà le fait qu'ils attaquent les humains, ça c'est une bonne base. T'as vraiment vu ça? Parce que moi pas. J'ai même plutôt l'impression que c'est l'inverse. Quand Graham et Meryl le pourchassent, l'extraterrestre s'enfuit. Quand Graham voit sa main, il lui tranche les doigts. Je ne vois aucune agression de la part de l'extraterrestre. Et même quand Meryl lui tabasse la gueule, il ne rend pas un seul coup. Pas un seul, alors qu'il a clairement le temps de riposter. Ok, et le personnage joué par Shyamalan, Graham le retrouve blessé et sa maison est complètement saccagée. Mais on ne voit rien de ça. On voit juste la blessure, ça prouve rien. Il y a plein de façons de se blesser quand on tombe nez à nez avec un alien, hostile ou pas. Et même si tu fais bien gaffe à l'état de sa maison, ça ressemble moins à des traces de lutte qu'à quelqu'un qui aurait dû partir en catastrophe. Ok, j'ai un argument imparable. Il y a une scène dans le film où Meryl dit que la radio a annoncé que les extraterrestres attaquaient des gens. Il y a eu beaucoup de morts. Donc, tu fais confiance à quelqu'un qui rapporte des propos qu'il a entendus dans les médias? Non. Admets-le. Ce qui fait que tu penses les aliens hostiles ne repose sur rien d'autre que le fait que les personnages le croient. Tu préfères croire un sergent caricatural au dernier degré et un bouquin écrit par le docteur Bambou. Le docteur Bambou, un des auteurs du livre, pense que... Qui conseille aux gens de se protéger avec un chapeau en papier alu. Ok, alors réponds à ça. Pourquoi il essaye d'empoisonner l'enfant? Encore une fois, ça c'est ton interprétation de la scène. Toi tu vois l'alien empoisonner l'enfant. Moi je vois l'alien vaporiser quelque chose sur l'enfant. Toi tu penses que c'est son asthme qui l'a sauvé des extraterrestres, mais il y a rien dans ce qui est montré qui te prouve que c'est pas l'extraterrestre qui le sauve de l'asthme. Quelqu'un m'a sauvé. Oui, mon chéri, quelqu'un t'a sauvé. Et si tu pars du principe que les aliens ne sont pas hostiles, alors la plupart des incohérences scénaristiques s'expliquent, y compris le fait que les aliens ne supportent pas l'eau, puisqu'on part du principe qu'ils ne s'attendaient pas forcément à être attaqués. Je te dis pas que ma lecture est la vraie, je te dis simplement que ce qu'on nous montre ne nous permet pas de déterminer de façon certaine que les aliens sont hostiles. Et ça signifie que Shyamalan n'est pas en train de te demander de croire que les coïncidences sont des signes divins, il est simplement en train de te montrer un personnage qui en est arrivé à cette conclusion, mais qui pourrait tout aussi bien se tromper. C'est un film bien plus complexe que ce que tu en penses. Mais ils ont une tête de méchant, regarde là, ils font « je suis méchant », ils font peur à Jérémy. Bon. Tu veux savoir comment se termine l'histoire des canaux martiens de Percival Lowell à Flagstaff, en Arizona? Ouais, vas-y. On s'est rendu compte que ce qu'il voyait et comprenait comme des canaux étaient en fait les ombres de ses propres vaisseaux rétiniens. Il était littéralement en train de projeter sur une autre planète des trucs qui n'existaient que dans son œil. Tu comprends la métaphore? Oui. Synthétise-la. Alors je dirais que les films sont des écrans et nous sommes les projecteurs. Très belle synthèse de métaphore. Merci. Tu crois être méga fort en métaphore? Bah je suppose, ouais. Tu ne l'es pas. Parce que le fait que tu refuses ma théorie t'empêche de comparer le film à d'autres films qui mettent en scène des extraterrestres bienveillants, comme E.T., Le Météore de la Nuit ou Le Jour où la Terre s'arrêta. Et tu sais ce que ces films ont en commun. Alors je vois pas ce que c'est que E.T., mais je pense que souvent, ces films sont des métaphores. Exact. Ce sont des métaphores. Et si tu vois le film comme je le vois, tu comprends qu'on est en train de te montrer un étranger se faire tabasser à la batte de baseball par une famille paranoïaque, coupée du monde, qui a passé les derniers jours à regarder la télé enfermé dans une maison au milieu de la campagne, juste parce qu'il faisait peur aux chiens. Tu veux d'autres indices? Des tableaux sont accrochés au mur à deux endroits différents de la maison. Les tableaux Stone City et Spring Plowing sont des œuvres de Grant Wood, un peintre américain dont la peinture la plus connue, American Gothic, a été critiquée pour être caricaturale de l'Amérique catholique profonde. L'histoire des canaux martiens de Percival Lowell a inspiré La Guerre des mondes, qui lui a inspiré Signe. Dans le livre Le cinéma de Shyamalan, Guylaine Lassiaz nous dit qu'un de
ces thèmes récurrents et qu'il faut apprendre à voir. Le film parle de ça, de cette paranoïa, de cette peur de l'autre qui nous empêche de voir et parfois, ma foi, nous pousse à nous montrer fort peu courtois dans la façon dont on traite des gens qu'on ne connaît pas, jusqu'à en arriver même à remettre en question leur goût en professant des absurdités sur des films qu'ils aiment. Gilles, tu trouves pas qu'ils se ressemblent? Tu trouves? Ouais. Ok, gagné. Gagné, tu as gagné, j'ai perdu. T'es content? Sans rancune. Oh, et tu sais aussi que Transformers fonctionne sur une métaphore assez similaire. En fait, si tu pars du principe que les Transformers... Non, là par contre, tu fermes ta gueule. Bien, mais comme disait le poète, l'important c'est pas la chute. Si tu fais cette référence, je vais contacter une sorcière, un marabout, un druide et un prêtre vaudou pour qu'ils te maudissent sur 3 générations pendant que je te tranche la gorge avec un morceau de boîte de conserve rouillée négligemment attaché à une brosse à dents sale. C'est la rose. Je passe donc sur le fait que les aliens soient allergiques à l'eau et sur leur design, et j'arrive directement sur le 3e élément problématique qui pour moi détruit le film. Pour comprendre ça, je rappelle que Signe est construit sur le principe du fusil de Tchekhov et Sixième Sens est incassable sur celui du retournement de situation. Ces deux procédés offrent à Shyamalan un cadre rigoureux qui nécessite une maîtrise de tous les détails présents à l'écran. Le film est donc traversé par un refus de superflu. C'est ce qui en fait un parfait objet d'analyse parce qu'on sait que tout ce qu'on voit a du sens, mais c'est aussi assez risqué parce qu'évidemment c'est un parti pris radical qui peut faire du film une œuvre froide, puisque souvent avec le superflu on se débarrasse aussi de la spontanéité. Mais le problème n'est même pas là. Le problème c'est que contrairement à ses premiers films, cette fois les astuces de scénario et d'intrigue qu'il utilise sont compris par les personnages du film comme ce qu'ils sont, des astuces. Sauf que comme on est dans la diégèse du film, eux interprètent ça comme des signes divins. Mais nous par contre on voit ça comme des astuces de scénaristes. Et donc deux choses découlent de ça. Premièrement, s'adresse un très étrange parallèle entre Dieu et Shyamalan lui-même, un truc qui reviendra d'ailleurs dans certains de ses films suivants, et ça c'est entre lui et son ego, après tout pourquoi pas. Mais surtout, je suis désolé, mais je considère ça comme une incroyable facilité d'écriture. Le fusil de Tchekhov est un procédé, c'est un truc scénaristique, c'est pas parce que les personnages croient que c'est Dieu que les spectateurs vont y croire aussi. Au contraire même, la justification divine c'est le meilleur moyen de nous faire nous rendre compte que le film utilise des astuces, puisque ça les souligne. C'est un suicide, un aigle majestueux dans une fosse sceptique, et c'est très symptomatique des problèmes qui traverseront le cinéma de Shyamalan à partir de là. Et c'est pour ça que malgré les qualités du film, pour moi, les soucis commencent avec Signe. Le film est raté. Et pour toi, c'est cet élément-là qui nique tout le film. Du cul au cou. Charmant. Tu connais la ville de Flagstaff, Arizona? Non? J'ai une amie qui vient de là-bas. Un jour, elle m'a raconté une histoire. En 1894, un riche astronome amateur du nom de Percival Lowell arrive à Flagstaff, Arizona, et s'y fait construire un observatoire à 3200 mètres d'altitude pour observer la planète Mars. Il constate que la surface de la planète est recouverte de canaux. Cette observation lui permet de conclure qu'il y a ou il y a eu de la vie sur Mars, et que ces canaux seraient la preuve que les Martiens ont dû faire face à une désertification de leur planète. Il a écrit plusieurs bouquins sur le sujet et a passé le reste de sa vie à chercher de l'eau sur Mars. Donc ta thèse, c'est que les extraterrestres cherchent de l'eau et donc ils vont sur Terre, mais comme c'est pas la même eau que chez eux, ça les tue. Alors pas du tout. En fait, je voulais juste te poser une question. Je suis tout oui. Et moi, Miu Miu? Attends, j'ai pas compris. Si, parce que... Ah non, en fait, non. Donc qu'est-ce qui te prouve que les extraterrestres sont hostiles? Plein de trucs. Je t'écoute. Déjà le fait qu'ils attaquent les humains, ça c'est une bonne base. T'as vraiment vu ça? Parce que moi pas. J'ai même plutôt l'impression que c'est l'inverse. Quand Graham et Meryl le pourchassent, l'extraterrestre s'enfuit. Quand Graham voit sa main, il lui tranche les doigts. Je ne vois aucune agression de la part de l'extraterrestre. Et même quand Meryl lui tabasse la gueule, il ne rend pas un seul coup. Pas un seul, alors qu'il a clairement le temps de riposter. Ok, et le personnage joué par Shyamalan, Graham le retrouve blessé et sa maison est complètement saccagée. Mais on ne voit rien de ça. On voit juste la blessure, ça prouve rien. Il y a plein de façons de se blesser quand on tombe nez à nez avec un alien, hostile ou pas. Et même si tu fais bien gaffe à l'état de sa maison, ça ressemble moins à des traces de lutte qu'à quelqu'un qui aurait dû partir en catastrophe. Ok, j'ai un argument imparable. Il y a une scène dans le film où Meryl dit que la radio a annoncé que les extraterrestres attaquaient des gens. Il y a eu beaucoup de morts. Donc, tu fais confiance à quelqu'un qui rapporte des propos qu'il a entendus dans les médias? Non. Admets-le. Ce qui fait que tu penses les aliens hostiles ne repose sur rien d'autre que le fait que les personnages le croient. Tu préfères croire un sergent caricatural au dernier degré et un bouquin écrit par le docteur Bambou. Le docteur Bambou, un des auteurs du livre, pense que... Qui conseille aux gens de se protéger avec un chapeau en papier alu. Ok, alors réponds à ça. Pourquoi il essaye d'empoisonner l'enfant? Encore une fois, ça c'est...
Bref, des cercles de culture apparaissent un peu partout dans le monde et la famille va décompresser en ville. Meryl va dans un centre de recrutement où le sergent Cunningham, interprété par le droïde Z6T3, lui explique qu'il pense que les cercles de culture sont des signes d'un repérage extraterrestre en prévision d'une attaque. Après ça, tout le monde se retrouve pour manger une pizza et voit passer le réalisateur du film, M. Night Shyamalan en personne, qui visiblement a le pouvoir d'aspirer l'âme des acteurs. Et l'Oscar du non-jeu est attribué à... Samuel Le Bihan. Waouh, c'est un super honneur. Le temps passe, les trucs bizarres s'enchaînent, prouvant que les extraterrestres sont vraiment en train d'envahir la Terre, des vaisseaux encadrent la planète en utilisant les cercles de culture comme repères, et on apprend par la télévision qu'une vidéo tournée au Brésil montre la gueule des aliens. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Vous l'avez raté ? Pas de problème, la télé va le repasser. Bon. Alors, ah putain, mais ça suffit, sérieux. Tu vas vraiment faire ça ? Tu vas partir dans une avalanche d'hyperboles de mauvaise foi, t'es vraiment tombé si bas que ça ? Alors quoi, il a quoi l'alien ? Il a quoi ? Il est convenu, c'est ça ? Il ressemble à tous les autres ? Mais c'est normal, le film s'inspire de ces histoires-là. L'histoire de la rencontre de Kelly Hopkinsville, celle de Betty et Barney Hill, de Buff Ledge, de dizaines d'autres. C'est normal qu'ils partent sur ce design. Alors c'est quoi le problème ? Non, mais c'est pas ça, mais... Alors c'est quoi ? C'est mal fait, c'est ça ? Tu vas encore faire chier pour des considérations techniques, chouiner pour des détails. Gna gna gna, c'est l'extraterrestre le moins bien fait du monde. Non, c'est pas l'extraterrestre le moins bien fait du monde. T'as déjà vu Target Earth ? Octoman? It Conquered the World? Ou les films que tu faisais quand tu étais plus jeune? Cette fois, tu as dépassé les bornes, Freezer. Tu vas le regretter. Tu vas vraiment me dire que l'alien de Signe est pire que cela? Alors non, moi je voulais juste signaler que c'était bizarre de voir la télé rembobinée. Parce qu'on voit pas les rembobinages à la télé, c'est pas possible. Oh. Mais alors maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'ils me paraissent un peu légers en termes de design. Un peu. Bon, après ça, Graham se rend chez Shyamalan, qui joue en fait l'homme responsable de la mort de sa femme, et il est lui-même confronté à la main d'un alien qui sort de sous la porte du cellier où il a été enfermé par Shyamalan un peu plus tôt. Ce qui signifie donc qu'à 1 contre 1, ils perdent. La famille se barricade et subit une première attaque d'aliens qui les pousse à s'enfermer dans la cave. Ok Mel, alors là tu es poursuivi par des extraterrestres qui veulent s'en prendre à toi et à ta famille. Vous êtes prêts ? Moteur. Ça tourne. Et action. Superbe. Ils en sortent finalement indemnes, à l'exception du petit Morgan, chez qui ça déclenche une crise d'asthme, et au petit matin, la famille entend la radio dire que les extraterrestres ont été vaincus et qu'ils sont repartis sur leur planète. Donc ils sortent chercher le médicament pour Morgan, mais se retrouvent face à face avec l'alien qui était resté bloqué dans le cellier et qui a définitivement le pire design de l'histoire des... Non, je déconne, c'est pour te taquiner. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que Mel Gibson vient de planter. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier le Mel Gibson, s'il vous plaît? Au pire, le rebooter. Quelqu'un, vite, s'il vous plaît, il se met à avoir des flashbacks. Dis à Meryl, frappe fort. Il revoit des trucs du film qu'on a déjà vu. Ah non, attends, non, il bouge. Il est en vie. Frappe fort. Ah, ok, je viens de comprendre. En fait, toute cette séquence avec les flashbacks et tout est l'amorçage de ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov. C'est quoi le fusil de Tchekhov, Karim? Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Chroma et oh mon dieu, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là, sublime et faible à la peau parfaite? Alors c'est une longue histoire, j'ai tout mon temps. Tu pourrais éventuellement donner un produit dérivé un jour? Très bien, oublions ça. Tu aimes le cinéma? Oui. Les pulls moches? Le deuxième album de Jean Pascal? Non. Ça veut dire que t'aimes le premier? Non. Die Hard 1? Oui. 2? Mais. 3? Oui. 4? Non. 5? J'en ai rien à foutre. Moi non plus. Plus dur. 1 plus 1? 11. Et ça, c'est beau. Bah faut croire qu'on a pas mal de trucs en commun. Oh sérieux? Attends, mais c'est fou! On arrête pas de dire la même chose. Ok, on devrait peut-être se mettre d'accord sur qui parle en premier. Bonne idée. Arrête de parler. Non, toi? Ok, je commence. Bon, c'est pas une bonne idée. Nathalie Kosciusko-Morizet, Pépita de Pyramide, Bouddha, Rob Schneider, Winston Churchill, Akazaray,
La déclaration d'indépendance des États-Unis. Oui. Et hop, c'est ta carte. Par contre, je suis pas super fan de ton nouveau style, mec. Non? Non. Là, comme ça, non? Même pas? Non, il y a un truc qui déconne. Allez, on commence. Salut à tous, c'est Karim Debache et Kamel Bebiche pour un nouvel épisode de Chroma et aujourd'hui, on va s'intéresser à un film de merde. Oh non. Non. Oh non, 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 non. Donc, Signe est un film américain sorti le 2 août 2002 au Canada et aux États-Unis et écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, célèbre réalisateur surtout connu pour Sixième Sens, son troisième long métrage sorti en 1999, à ne pas confondre avec l'excellent Le Sixième Sens ou Manhunter de Michael Mann sorti en 1986 et qui est l'adaptation du roman Dragon Rouge de Thomas Harris, le premier de la tétralogie Hannibal Lecter. Donc, Sixième Sens, comme tout le monde le sait, a été un carton monumental, engrangeant plus de 670 millions de dollars pour un budget de 40 millions et rencontrant un succès critique quasi unanime. Ce qui a immédiatement transformé Shyamalan en réalisateur incontournable, adulé, acclamé par l'univers tout entier. À tel point que le magazine Newsweek en 2002 lui accorde une première page avec pour titre Le Nouveau Spielberg. Le nouveau quoi? Non, sérieux. Une véritable success story à l'américaine, comme pourrait titrer un journal de mer pour Shyamalan donc, qui est resté au top pendant quelques années, mais qui connaît une dégringolade légendaire dans la deuxième moitié des années 2000 en enchaînant les échecs commerciaux et critiques. Et il est depuis régulièrement moqué publiquement par les spectateurs et par les professionnels, au point que l'affiche de son avant-dernier film, After Earth, ne contient son nom que dans les mentions légales, en tout petit. Comment en est-on passé de ça à ça? Là est toute la question que l'on va se poser aujourd'hui afin d'essayer de trouver des explications à l'effondrement de carrière le plus spectaculaire que j'ai vu depuis Lois Andrea sûrement. Stop, là tu vas trop loin. Un effondrement d'autant plus surprenant que je trouve certains films de Shyamalan excellents, comme par exemple Incassable, son quatrième, sûrement un des meilleurs films de super-héros des années 2000. Mais une fraction de seconde devant n'importe quelle chaîne d'infos suffira à vous convaincre que la vie n'a de cesse de décevoir, et même s'il est très intéressant d'observer les étoiles tomber, il l'est bien plus encore d'essayer de comprendre pourquoi elles tombent. Les étoiles peuvent pas tomber? Pepsi, t'as plus le droit de parler jusqu'à ce qu'on dise ton nom. Il est communément admis que la chute de Shyamalan commence avec son septième film, La jeune fille de l'eau, qui arrive à peine à rentrer dans ses frais et rencontre un accueil critique très froid. Certains pensent que ça démarre avec son film précédent, Le Village, qui avait déjà commencé à diviser la critique, malgré un indéniable succès au box-office. Mais ma théorie, c'est que les problèmes ont commencé un film avant ça, avec son cinquième long métrage, Signe. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver dans cette chronique. Tout le monde est d'accord avec ça? Kamel? Ça me va. Gilles? Tranquille. Jean-Rémy? Ok. Perdu. Une petite précision avant de commencer néanmoins, les films de Shyamalan reposant très souvent sur des retournements de situation et autres astuces scénaristiques, je conseille volontiers à ceux qui voudraient garder le plaisir de l'intrigue de regarder Signe avant cette vidéo. Sauf Gilles. Sinon il n'y a plus d'image. Ah, pardon, désolé. Donc, Signe nous raconte l'histoire de Graham S., ancien pasteur devenu fermier dans la petite ville de Doylestown en Pennsylvanie, qui a perdu la foi lors de la mort de sa femme quelques mois auparavant et qui consacre désormais sa vie à s'occuper de ses champs de maïs avec son jeune frère Merrill, ancien joueur de baseball, et ses deux enfants, Morgan et Beau. Graham est joué par Mel Gibson et Merrill par Joaquin Phoenix. Deux acteurs fantastiques qui livrent ici une performance tout en nuances digne des plus grands monstres sacrés de l'histoire. Arrête ça. Je disais donc, Graham est joué par Mel Gibson et Merrill par Joaquin Phoenix, qui, comme les enfants d'ailleurs, se sont lancés dans un concours de qui c'est qui joue le moins. Pas le moins bien, juste le moins. Mais ça tourne là? Le film commence donc sur un générique ma foi plutôt élégant et très sobre, accompagné d'une musique de James Newton Howard qui rend hommage au compositeur Bernard Herrmann, un des plus grands génies du monde de la musique de film, qui a signé les bandes originales d'œuvres majeures comme Citizen Kane d'Orson Welles, La quatrième dimension, sûrement une des meilleures séries de l'histoire des séries, ou encore tout un tas de films d'Hitchcock comme Sueur froide, La mort aux trousses ou encore Psychose. On notera aussi le nom de Tak Fujimoto, directeur de la photographie, qui s'est chargé de la lumière du Sixième Sens, celui de Shyamalan, pas celui avec Hannibal Lecter, du Silence des agneaux, celui avec Hannibal Lecter, pas celui de Peter Jackson, et surtout de celle de La Balade sauvage, le premier film de Terrence Malick, qui est un chef-d'œuvre interdimensionnel, visuellement somptueux. Bref, tout ça pour dire qu'on a du joli monde qui bosse sur le film et qui en plus ont l'air de s'inspirer de trucs monumentaux pour le compte d'un réalisateur star au top de sa forme. Ah pitié, tu dis ça pour que les gens s'attendent à un truc génial et qu'ils soient forcément déçus. Et toi, tu as la braguette ouverte. C'est parce qu'il fait très chaud. Donc un bon matin, Graham, sa famille et ses deux chiens découvrent que des cercles de culture sont apparus dans son champ de maïs, signe qu'on associe souvent à une présence extraterrestre, un peu comme nous quand on va sur Mars et que nos robots y dessinent des énormes canons. Et en plus de ça, la famille commence à assister à des événements étranges comme les chiens qui pissent partout et deviennent agressifs sans raison, ou encore une silhouette qui s'enfuit en sautant sur la maison. Ils finissent donc par faire appel à, je pense, la plus suspicieuse des flics du monde. Bien. Alors pour l'instant, je sais qu'il faisait nuit noire. Oui, on voyait rien. Donc pas de description. C'est quand même assez bizarre. Mais non, c'est pas bizarre, y a quoi de bizarre? Et vous êtes sûr que c'était un homme malgré tout? Je connais aucune fille qui court aussi vite que ça. Alors là, je suis pas si sûre. J'ai vu beaucoup de femmes aux Jeux Olympiques qui sont plus rapides que l'éclair. Il a sauté d'un seul bond sur notre toit. Et le toit est à 3 mètres du sol. Il y a aussi des femmes aux Jeux Olympiques qui sautent extrêmement haut. Bien, alors certes, sa remarque était un peu sexiste, mais est-ce qu'on peut parler à votre supérieur?
ou à n'importe qui d'un peu moins alcoolique. Oh pitié, arrête de faire semblant de pas comprendre. C'est juste un cliché de cinéma, certains appellent ça le syndrome de Scully, en référence à X-Files. Face à une situation étrange, un personnage échafaude d'une théorie qui lui paraît plus probable, puisqu'elle ne fait pas référence au surnaturel, mais qui finit par être encore plus tirée par les cheveux. C'est une manière de donner du crédit à une histoire paranormale et de convaincre par un procédé rhétorique. Chercher une solution réaliste devient alors plus absurde pour le spectateur que de simplement croire à ce qu'on lui montre. C'est un truc de cinéma classique, efficace et inoffensif, alors s'il te plaît, passe à autre chose. Ok. Eh ben laisse-moi t'expliquer, spectateur enthousiaste. Alors, le fusil de Tchekhov, qu'on peut aussi appeler la loi de conservation des détails, est un procédé d'écriture qui peut d'ailleurs tout à fait être appliqué dans d'autres domaines artistiques, comme en littérature, qui consiste à insérer dans le récit un détail qui paraît anodin au départ, mais qui prend sens plus tard dans le film. D'ailleurs, au départ, la notion va plus loin que ça, puisque le nom fusil de Tchekhov vient d'une citation de ce dernier qui dit « Si, dans le premier acte, vous indiquez qu'un fusil est accroché au mur, alors il doit absolument être utilisé quelque part dans le deuxième ou le troisième acte. Si personne n'est destiné à s'en servir, il n'a aucune raison d'être placé là. » Et Shyamalan donc décide d'appliquer cette loi le plus strictement possible en construisant un film tout entier sur ce fusil de Tchekhov, dans le sens où tout ce qui existe dans le film trouvera du sens plus tard. En l'occurrence, maintenant. Puisque la bagarre de fin contre l'alien, et plus précisément la façon dont les personnages se débarrassent de l'alien, est construite à partir d'éléments précédemment introduits dans le film. Les derniers mots de la femme de Graham lui permettent de demander à Meryl de frapper l'alien avec sa vieille batte de baseball, mais un autre élément va leur permettre de gagner, quelque chose qui, franchement, m'époustoufle. Beau, la Benjamin de la famille, refuse de boire de l'eau depuis le début du film, et plutôt que de, je sais pas, mettre un peu de sirop dedans, Graham préfère lui filer des verres d'eau toutes les minutes, des verres d'eau que donc elle ne boit pas et qu'elle dissémine aléatoirement dans la maison. Eh bien, il s'avère que, et j'ai encore du mal à le dire, le point faible des extraterrestres du film est l'eau. L'eau. Alors, bon, tout le monde s'est déjà moqué de ça, c'est la majeure critique qui est faite au film, donc je vais essayer de pas trop m'attarder dessus, mais je peux pas passer ça sous silence, c'est impossible. Le point faible d'une race extraterrestre qui veut envahir la Terre ne peut pas être l'eau. Et je crois que je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, vu que le film s'inspire beaucoup de La Guerre des Mondes, un roman de H.G. Wells que je vais spoiler dans une petite seconde, où les extraterrestres finissent par être terrassés par des microbes terriens, mais dans le cas de Signe, c'est encore beaucoup plus improbable. Parce que, et franchement, je m'attendais pas à prononcer la phrase qui suit un jour publiquement, notre planète, la planète Terre, est surnommée la planète bleue. Elle est surnommée la planète bleue parce qu'elle est recouverte à 71% d'eau. Les extraterrestres du film essayent donc d'envahir une planète recouverte à 71% d'un acide mortel, et où l'espèce vivante dominante est composée à 60% en moyenne de ce même acide que leur peau sécrète quand il fait chaud. Ce même acide qui peut tomber du ciel à peu près n'importe quand. T'as menti quand t'as dit que t'allais pas t'attarder là-dessus finalement. Et le pire, c'est que les extraterrestres ont effectué des repérages. Alors soit ces aliens sont vraiment stupides, soit ils ont les éclaireurs les plus incompétents du monde. Oh, c'est une super planète, Patrick! Mais t'aurais peut-être pu nous dire un mot sur les 1,360 milliard de kilomètres cubes d'acide mortel qu'on y trouve à l'état naturel. Ouais. Si tu veux du travail bien fait, faut pas que tu demandes à moi. Bref, après avoir eu le temps de vaporiser un poison mortel au visage de Morgan, l'extraterrestre se fait buter et par chance, l'asthme de l'enfant lui sauve la vie car il n'a pas eu le temps de respirer le poison, ce qui convainc Graham que tous ses malheurs étaient des signes divins et lui fait retrouver la foi. Et ainsi se termine Signe de M. Night Shyamalan. Et c'était très bien. Non. Même si là, je vais pas être complètement catégorique parce que en réalité, la quasi-totalité du film est vraiment très bonne. Ah bah tu vois. Non mais attends, laisse-moi finir. Eh, tu me parles pas comme ça. Comment ça, comme ça? Comme un sale con, monsieur. Comme une sale petite merde suffisante. Tu vas calmer ta race, espèce de pauvre blaireau, va. Moi, blaireau, que t'es chez moi, le blaireau, il t'emmerde, vas-y, pousse un doigt, je te promets, je te fais dégager. T'es un minable et tu resteras toujours un... Bon les gars, vous croyez pas que ça suffit là? On est là en train de se prendre la tête alors qu'on pourrait être en train de réfléchir, de penser le cinéma, et arrêter de tomber dans les bouffonneries. Oh putain! Donc, comme je le disais, la quasi-totalité du film est très réussie. Le parti pris de départ, donc d'assister à une invasion extraterrestre au travers du point de vue d'une famille normale, coupée du reste du monde, est très intéressante et exécutée avec une élégance et une sobriété dans la mise en scène qui fait super plaisir à voir. Techniquement, le film est sublime, à l'exception de la créature, tout le reste défonce, la lumière en particulier est magnifique, et donc l'atmosphère claustrophobe du film est extrêmement bien rendue et efficace. Bref, jusqu'ici tout va bien.